La lagune de Bages-Sigean a su garder un caractère sauvage et une richesse naturelle remarquable, malgré les grands travaux d'aménagement que ce site ait connus dès le XVIIe siècle. La conjugaison entre domaine marin et continental, milieu humide et sec, confère à ce site une grande richesse écologique. Ses rives, sculptées au fil du temps par les effets de la nature ou transformées par les activités humaines passées, n'ont pas été atteintes par les grands projets touristiques des années 70. Elles semblent épargnées par le phénomène de rurbanisation galopante que connaissent nos villes et villages actuellement. Au milieu de cet écrin de nature composé de 2 tiers d'eau et 1 tiers de terre, Bages, petit village du littoral audois, nous interpelle. Ce qui attire le plus les gens, c'est le site du village, donc sur son promontoire rocheux. Et l'essentiel, la quasi-totalité du promontoire, la partie la plus haute, c'est le village médiéval. Et on voit très bien dans le vieux village, avec les petites ruelles étroites, pour entrer dans ce vieux village médiéval, eh bien, on a une porte principale qui est sur la place de la mairie actuelle. Et il y avait une petite porte, une petite sortie qui s'appelle le Portanel, qui était une sortie pour les pêcheurs, pour descendre au port, où il n'y avait que des cabanes, hein, il n'y avait pas de maison. Pour mieux comprendre le caractère de ce village, nous avons rencontré Jean Guiffan, historien et bageois d'adoption depuis 47 ans. À l'origine, Bages n'était pas installé sur ce piton. Là, les premiers habitats, c'était des villas gallo-romaines qui se trouvaient à proximité du village actuel, là où il y avait de l'eau, des sources, parce que l'approvisionnement en eau a toujours été un gros problème à Bages. Les gens se sont installés ici que lorsqu'il y a eu des menaces d'invasion, car le site était beaucoup plus défendable. La première mention que l'on a de Bages remonte au 8e siècle, et donc il y a eu un village médiéval dont on voit encore les limites aujourd'hui. Et puis il y a eu donc une extension de Bages au 19e siècle, notamment avec la grande époque de la viticulture. Et puis après une période de déclin, il y a donc la dernière évolution de Bages avec des lotissements récents. L'évolution de la structure de Bages au cours du temps est calquée sur les besoins de la population et sur la mutation des activités. Ainsi, les nouvelles constructions en périphérie ou les extensions de Prat de Ceste et du hameau des Pesquisses répondent à un besoin récent des habitants. Dans le passé, Bages a toujours puisé ses ressources de la terre et de l'eau. Parmi ces activités qui ont modelé le paysage, certaines perdurent avec beaucoup de difficultés comme l'agriculture ou la pêche, et d'autres ont disparu, comme l'exploitation des salins. La pêche se transmettait de père en fils, comme nous le raconte René Chevrier, issu d'une longue lignée de pêcheurs bageois. Les enfants de pêcheurs, ils ne montaient pas à l'église, ils en étaient jamais appris à nager. Je n'ai pas souvenir de savoir appris à m'en bateau ni à me servir d'une voile, je suis venu tout seul. Je suis fils de pêcheur et ma grand-mère était déjà une fille de pêcheur. J'ai remonté dans la lignée des pêcheurs jusqu'en 1785, où il y a déjà un Pierre Delon, pêcheur dans la lignée des Delon, parce que mon grand-père lui n'était pas du tout de la région. Comment on devenait pêcheur avant? Le pêcheur, en principe, il y avait beaucoup de fils de pêcheurs qui se mettaient pêcheurs. Parce que c'est toujours pareil, quand les parents font un métier, et un métier qui était quand même attachant, parce qu'on vivait dans un milieu qui était agréable, on était libre, on pouvait se permettre de faire pas mal de choses pour soi-même, on ne dépendait pratiquement de personne. Et ça s'apprenait? Il y avait des écoles? Oh non, ça s'apprenait oui, mais ça s'apprenait sur le tas. C'est le patron que vous aviez, ou votre père, ou quelqu'un qui vous avait pris sur son rôle d'équipage, qui vous formait au métier. Mais après, évidemment, il y a l'apprentissage, parce que l'apprentissage de pêcheur, c'est assez délicat.
Il faut connaître le mouvement du poisson, les fonds qui lui sont favorables, quel engin il faut employer pour le prendre, de quelle manière, l'époque. C'est très compliqué. Et c'est variable, parce que la pêche que vous faites cette année, fatalement, vous ne la ferez pas l'année prochaine. Il faut toujours réviser ses connaissances, se fier plutôt à la nature qu'à ses souvenirs. Alors que dans le passé, on naissait pêcheur, on le devient aujourd'hui, par choix ou par nécessité, comme le précise Michel Taillade. 9 ans que j'y suis à la pêche. Mon grand-père était pêcheur, mais bon, je ne me suis pas mis jeune. Les jours j'en ai eu marre, hein. Des patrons, ça fait que je me suis lancé. Là, le filet qu'on longe, là, c'est quoi? C'est ce qui barre le poisson? Ça, c'est ce qui barre le poisson, ça s'appelle le paradière. La technique utilisée pour pêcher n'a pas changé. La paradière, un filet formant un mur, canalise le poisson vers une chicane, entrée du cœur du trabac triangulaire, dont les extrémités sont constituées de nasses ou pantanes. L'ensemble est maintenu en place par des piquets en châtaignier appelés palelles, plantés dans le fond de l'étang. En automne, c'est les pantanes. Afin de capturer les poissons qui migrent vers la mer, les pêcheurs constituent un barrage communautaire en sortie d'étang en mettant leur pêcherie bout à bout. Les postes sont déterminés par un tirage au sort. Une fois le matériel installé, chacun viendra quotidiennement relever les nasses. À Bages, le revenu des pêcheurs est largement basé sur la capture des anguilles. La diminution de la ressource en poissons et en particulier du stock d'anguilles, conjuguée plus récemment à la baisse des prix de vente de ce produit, entraîne une dégradation des revenus des pêcheurs. Les anguilles capturées partent pour l'exportation en Italie ou dans les pays nordiques. Localement, l'anguille est peu consommée. Elle constituait la bourride, plat traditionnel du pêcheur. Et tout le monde l'a fait, la bourride, au village, ou il n'y a que quelques personnes qui la font? Je pense que tout le monde ne sait pas la faire, mais principalement, tous ceux qui sont pêcheurs savent faire la bourride depuis loin. Aujourd'hui, cette recette se déguste lors des repas festifs et se transmet de génération en génération. Je haille les choupins, du pain grillé qu'on appelle le choupin en bourride. Voilà. Le prétexte d'un bon repas pris ensemble est bon pour renouer avec la tradition. Et sous l'œil expert d'Annette, rien n'est laissé au hasard. Tout s'enchaîne selon un ordre bien précis. Là, il ne faut pas s'endormir. Si ça ira, tout ça va. Quelques gourmands sont attirés par le fumet de la bourride. Il ne faut pas y toucher grand chose, hein. Un peu de sel. Voilà. 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 Mais pas de mal. Quand on sert la bourride dans l'assiette, on présente 2 ou 3 choupins et ça imbibe le jus de la bourride et on accompagne la bourride avec les choupins. Dans l'Aude, la récolte du sel, attestée depuis l'an 1000, a toujours été une activité dynamique, source de richesse et d'échanges commerciaux intenses. Localement, les salines de Périac et d'Estarac régissaient la vie de tous les villages alentours. Pierre Oliva nous en parle. Tutto di raro che ha poussé là avant il n'y avait pas d'arbre là. C'était tout propre pour l'eau. 12 ans moi quand j'ai commencé à travailler. Ça fait chaud. À 12 ans quand il y avait les vacances, je partais de Bages, je venais ici à pied. Et là, des habitants de Bages, il y en avait combien à peu près qui travaillaient? Oh, on était... Oh, il y en avait un paquet de femmes. Il y en avait des femmes, entre les femmes et tout, on était une trentaine. Hein. Ah oui, et autant de Périac. Hein. Ah oui, donc ça faisait oui. 60 personnes à peu près. Quand on tirait le sel, il y en avait qui venaient de Narbonne quand même. Hein. En plus? Oui, oui. Et il y en avait de Couchant qui venaient.
Et là, vous travaillez toute la journée en continu? Oui. On travaillait 2 heures, 1 heure de repos. 2 heures, 1 heure de repos. On faisait 8 heures. Voilà. Et c'était que des hommes qui travaillaient? Ah oui, les hommes. Et puis les femmes elles levaient le ciel. Des femmes et des gamins de 15-16 ans. Ils faisaient l'état pour nous, quand on passait à la brouette. Et chacun, vous étiez payé Alors, à la quantité? on était payé, ils mesuraient eux, et puis ils faisaient les calculs et ça faisait tant. Maintenant, quand vous tiriez de près là, vous en faisiez des tonnes. Mais quand vous étiez au fond, au Mamelon en bas, et bien de là-bas, ici, et bien c'était. Vous n'en faisiez pas beaucoup, vous en faisiez la moitié. C'était pas juste alors comme non, système. Pas juste. Celui qui était. Comment vous étiez répartis? On était toujours allés là-bas. Bon, tout le monde allait là-bas. Et puis quand on avait fait un bras, on montait là-haut. Voilà. Ouais. Ouais, ça a été tout détruit. C'est dommage, hein? C'était joli ça. Les salines de l'Aude sont donc un produit de la longue histoire des rapports que l'homme entretient avec son environnement. Elles constituent désormais des paysages exceptionnels et offrent la toile de fond et l'habitat privilégié à des espèces animales et végétales. Bages a été longtemps dominé par les grands propriétaires viticoles, mais la viticulture n'a vraiment pris son essor qu'au XIXe siècle. Et donc là, on a commencé à multiplier les caves dans le village et puis également dans le bas du village où il n'y avait jusqu'alors que des cabanes de pêcheurs. On a commencé aussi à mettre quelques caves pour la viticulture. L'agriculture à Bages rencontre les mêmes difficultés que partout en France et l'abandon des parcelles s'accélère.